Sylvain Tesson écrivait quelque part que la fée est ce qui se mérite dans l'ordre de la beauté. Alors je voulais commencer cette vidéo par cette phrase un petit peu énigmatique, mais qui résume bien, je trouve, le séjour outre-Manche que j'ai eu l'occasion de faire en octobre dernier, et dont la quête principale pour moi était finalement de trouver l'émerveillement qui se cache dans les petites choses. Salutations, c'est Richard, bienvenue sur Tranche de Vie les amis, et aujourd'hui je vous propose un épisode assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire, car il se trouve que j'ai été embarqué dans une singulière aventure concernant les champignons et la Grande-Bretagne. Mais avant de prendre l'avion puis la route pour le Pays de Galles, laissez-moi quand même vous poser un petit peu de contexte. Alors comme vous ne le savez peut-être pas parce que j'en ai jamais vraiment parlé, je suis à mon compte depuis 5 ans maintenant. Et mon boulot à moi, c'est de faire des vidéos, et parfois des photos, que ce soit pour des entreprises, des communes, des événements, etc. Bref, tout ce qui peut se filmer, en somme, je le filme, j'en fais un montage, et puis je gagne ma croûte avec ça. Il y a plusieurs mois de ça en arrière, vous l'avez sûrement déjà vu sur ma chaîne d'ailleurs, j'ai fait la rencontre de Dimitri, qui est un mycologue, donc un spécialiste passionné des champignons. On avait fait une première puis une deuxième vidéo ensemble, on est devenus amis par la suite, et puis un beau jour, Dimitri me contacte pour me proposer un nouveau projet. L'accompagner dans un voyage en terre britannique pour photographier des espèces rares de champignons qu'on appelle les hygrocybes, dans le but de contribuer à leur sauvegarde parce qu'ils disparaissent. Alors partant de là, je me suis d'abord dit, ok, qu'est-ce que c'est que ces machins-là? Est-ce que ça se bouffe? Pourquoi prendre la peine de se pencher sur leur pauvre sort? Et puis finalement, on s'est posé ensemble, il m'a expliqué le truc, j'ai mieux compris, et puis je me suis dit de toute façon qu'au pire des cas, travailler tout en voyageant, il y aurait pire situation quand même. Et c'est donc, je dois avouer au départ, avec plus d'enthousiasme pour la promesse de voir un Pays de Galles sous ses couleurs automnales que celle de rencontrer ces fameux hygrocybes, que j'acceptais cette nouvelle quête. Quelques semaines plus tard, après avoir quitté ensemble notre Bretagne, ça y est, on y est enfin, on s'engouffre dans l'aéroport Charles de Gaulle pour y rejoindre notre Airbus A220. Il a un petit peu de retard et dans l'attente de son arrivée, je peux vous dire que j'ai eu le temps de faire le point sur ma vie tel un condamné à mort parce que l'avion, faut savoir que c'est pas ce qui m'excite le plus. Dimitri, t'es comment sur ce vol là? T'es serein toi ou pas? Confiant, de ouf. Ouais, moi aussi ouais. Je suis super confiant ouais. Dans l'océan, quand vous êtes dans la mer, dans la Manche, plutôt la brasse plutôt que le crawl. Toujours plus longtemps parce que le crawl on se fatigue vite. Je nage comme une pierre moi en plus. Ah, il y a des chevaux sous le capot là. Ah bordel. Ça irait mieux avec une petite Guinness ou un petit whisky là, un petit Armagnac. Une fois atterri à Manchester, ville au lourd passé industriel et qui a notamment vu naître le groupe Oasis et où ont été créés les célèbres bus rouges londoniens, on récupère une voiture et on taille la route pour gagner Aberystwyth, une ville de la côte ouest du Pays de Galles. Bon les amis, on vient de récupérer une voiture à Manchester, on a mis un temps infini mais ça y est, on est en route pour le Pays de Galles et Aberystwyth. Au volant d'une voiture où tu passes les vitesses à gauche, c'est terrible. Ah ouais. Il roule à gauche, c'est fou. C'est vrai qu'on s'habitue assez vite, mais heureusement qu'il y a les autres voitures pour nous indiquer c'est quoi la bonne voie, parce qu'avec nos réflexes de français, forcément, c'est quelque chose quoi. Après un peu d'autoroute qui a laissé place à la campagne galloise, la lumière mélancolique du crépuscule donnait au paysage des allures familières. Un peu comme si avaient poussé là des montagnes arrondies d'Auvergne, agrémentées de prairies et de forêts bretonnes. Regarde là, tous ces moutons. C'est énorme. On sait pas si on est en Auvergne ou si on est en Bretagne, c'est un mélange des deux, c'est très vert, très... C'est sûr que c'est quand même plus montagneux que la Bretagne quand même. Ouais, complètement. D'ailleurs, la plus haute montagne, c'est dans le parc de Snowdonia, je sais plus comment elle s'appelle, elle fait 1085 mètres. C'est ça. C'est bien le Rhin. Pour revenir sur les hygrocybes et pour mieux saisir l'intérêt pour ces espèces que possèdent nombre de passionnés de la fonge, dont Dimitri, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de leur rareté et de leur esthétique souvent majestueuse avec cette palette de couleurs vives, tantôt vernies, tantôt translucides, eh bien c'est que ce sont aussi de grands sensibles, puisque dès que le sol est travaillé un tout petit peu par l'homme, qu'il est enrichi en engrais et donc en azote, eh ben ces terminatch, ils sont aux abonnés absents, ils ne poussent plus. C'est un peu comme si quelque part leur présence devait se mériter.
Mais regardez-moi quand même ces vraies petites pierres précieuses, on dirait qu'ils sont sortis tout droit d'un jeu vidéo ou d'un film. Et au passage d'ailleurs, ça ne contente pas que la vue, puisque certains de ces petits chapeaux abritent parfois des odeurs assez surprenantes, comme par exemple l'hygrocybe Brady qui sent le miel, ou encore celle du Russo coriaceus que j'adore, qui a un fort parfum de cuir et de cèdre. Qu'est-ce que tu attends de ce voyage-là? C'est quoi ta mission en fait? C'est quoi ces histoires d'hygrocybe? Deux choses principalement en fait. Déjà, on a initié en Normandie un projet de création d'un sentier mycologique, comme pour les sentiers botaniques, en fait, un sentier de découverte pour le grand public, pour mieux connaître ce que sont les hygrocybes, en fait, qui sont des champignons très colorés, que les anglo-saxons appellent les orchidées de la Fonge. Ouais. Prendre une image pour dire que ce sont comme des fleurs magnifiques et relativement rares. L'idée, c'est déjà d'aller y faire un pèlerinage aux sources, en quelque sorte, puisque c'est là-bas que se sont développées les grandes expériences de science citoyenne sur les hygrocybes. C'est-à-dire le public a été pris à partie, les propriétaires ont été sensibilisés de manière à protéger ce qu'ils appellent là-bas les grasslands, que les prairies à hygrocybes, les pelouses à hygrocybes. Comme nous, on souhaite reproduire en quelque sorte une partie de cette expérience en Normandie. Je voulais avoir un retour d'expérience de nos amis anglo-saxons. Les hygrocybes, pour moi, ce sont un peu des merveilles du monde. Ok. Mais vraiment, on a des merveilles qui sont des merveilles liées à l'histoire, à la culture, et on a des merveilles naturelles, comme les fameuses cascades, les chutes du Niagara, etc. Ouais. Donc là, on a ici une merveille naturelle qui est en plus extrêmement délicate parce qu'elle est fragile. Ces merveilles sont sensibles à la pollution à un degré important. Dès qu'on engraisse un peu trop qu'on met trop d'engrais dans les sols, dès qu'on bouscule un peu trop les sols, en retournant trop la terre, on arrache le mycélium, on dénature les choses, les hygrocybes disparaissent. Et plus on laisse un sol et un terrain vivre sa vie tranquillement et vieillir, plus les hygrocybes en fait viennent s'installer. Et étrangement, et ça c'est assez fascinant, on a au fil des années des hygrocybes de plus en plus colorés, présentant de plus en plus de qualité, c'est-à-dire esthétique, de plus en plus beau tout simplement. Ils sont partout, même en photo. Notre séjour à Aberystwyth a débuté par la rencontre de Gareth Griffith, docteur en écologie fongique et surtout un des plus grands spécialistes de l'étude et de la conservation des hygrocybes. Pendant les 2 jours passés ici, on l'a d'abord suivi pour une visite de ses quartiers et laboratoires au sein de l'université d'Aberystwyth où il enseigne, et mycologue oblige, on s'est rendu sur le terrain sur plusieurs sites pour aller collecter des hygrocybes, et je peux vous dire que même pour des Bretons plutôt familiers avec la thématique de la pluie, je vous avouerai qu'on a quand même été un peu surpris par la puissance de trempage de l'eau galloise. Là-bas, je crois qu'il y a des hygrocybes. Je crois que tu vois un rayon de soleil là-bas si tu regardes bien. Je suis sûr que ça va se découvrir dans 10 minutes maximum. Ça dégage les sinus. Putain, il est incroyable, c'est simplement le plus beau que j'ai vu de ma vie. C'est un monstre. Je dirais qu'il s'apprête à se déraciner pour marcher. C'est très distingué comme petit marchepied pour passer. Là par exemple, Gareth accompagnait un de ses étudiants très motivé pour faire des carottages du sol dans une zone propice aux hygrocybes. On s'amuse là, ah ouais, c'est bien le Pays de Galles. On s'éclate comme des fous là. Alors j'ai pas tout compris, mais ça consiste en fait à récolter des fragments d'ADN qui vont ensuite être séquencés et analysés en labo, ce qui va permettre, sans forcément que les champignons soient visibles, de quand même détecter leur présence et de surveiller l'évolution de la population d'hygrocybes dans cette zone. Et ce qu'il y a d'assez dingue avec cette famille de champignons, c'est qu'ils sont aussi délicats qu'entourés d'auras mystérieuses. Puisqu'en fait ils poussent dans des conditions tellement précises, et encore aujourd'hui les scientifiques savent toujours pas expliquer comment ils se nourrissent, pourquoi ils vont pousser là une année et pas l'autre, comment ils interagissent avec le vivant autour d'eux, ou encore quel est l'intérêt de pouvoir être aussi colorés. Et je dois dire que voir à l'œuvre cette obstination qu'avaient Dimitri et ses scientifiques à braver le froid et la pluie pour tenter de percer ces secrets de la nature, ça me fascinait un petit peu à mon tour. Et les scientifiques et des pelouses, je peux vous dire qu'on en a vu d'autres.
et à mesure que je prenais mes photos dans mon petit coin et tentais de suivre tous ces échanges exaltés, je me demandais souvent quand même, mais qu'est-ce qui les motive vraiment ? Est-ce que c'est cette sensation de comprendre pour mieux contempler l'ordre naturel ? Ou bien y aurait-il une dimension plus mystique ou plus poétique qui m'échappe encore dans tout ce bel acharnement ? Tout serait-il question finalement des faits dont parlait Tesson ? Ces discrets esprits du sol d'une pureté insaisissable pour le profane que je suis, mais qui, par l'effort d'un regard disposé qui s'attarde, se révèlent comme une grâce divine. Est-ce que quelqu'un de vraiment amoureux des champignons, il les mange? Est-ce que quelqu'un est vraiment amoureux de sa femme, il fait l'amour? Oh, c'est la meilleure réponse. C'est très beau ce que t'as dit. Non, mais c'est pas faux, il y a une sorte de commerce charnel. Tu échanges des substances, tu vois, tu fais pénétrer le champignon dans ton organisme. Oui. Le plus beau sort que peut avoir un champignon qui a tout donné, il a donné ses spores, il est tout beau, c'est de finir en beauté. Ouais. Dans la bouche d'un humain qui dit oh, en plus il est bon. Qui reconnaît sa valeur. Ses qualités, sa valeur. Donc oui Dimitri, qu'est-ce qu'on a là exactement? Là t'as des espèces assez rares chez nous en France. Il y a l'hygrophore des prés et l'hygrophore rouge ponceau qui sont des champignons magnifiques. Ils joignent l'utile à l'agréable, ils sont à la fois très jolis et très bons. Ah, j'ai hâte de goûter ça. On ne le mange pas en France parce qu'il est rare. Tu m'autorises à utiliser ton whisky? Ah oui. Cuisine française, il faut de l'alcool. Ah, cuisine française, il faut de l'alcool. Attends, tu vas cuisiner avec le whisky Pandérine? Bien sûr. Ah ouais? Ça va être intéressant. Il y a qu'au Pays de Galles qu'on peut faire ça? Il y a qu'au Pays de Galles qu'on peut faire ça. C'est autorisé au Pays de Galles exceptionnellement parce qu'il y en avait partout. On marchait dessus. Ouais. Et ici, ils les mangent pas parce que souvent ils sont pas au marché. Ils se trouvent pas au marché en France. Tu les trouveras pas au marché au Pays de Galles. Ouais, d'accord. Parce que les Gallois et les Anglo-Saxons sont pas comme les Latins. Ils s'intéressent peu aux champignons. Ils mangent peu les champignons. Eux, comme les champignons, ils les appellent des tabourets de sorcières. Des tabourets de crapaud, pardon. Tabourets de crapaud. Des tabourets de crapaud? Ça fait très anglais ça, tu sais. Jack O'Lantern, très mythe et légende. Nous on bouffe tout. Non mais sous toutes ses coutures, tout ce qui peut se manger, des bonnes choses. on le sublime. Voilà. Jamais je me serais dit que ça c'est comestible quoi. It looks good. C'est délicieux. Ouais, ça se mange bien. Cheers. Thank you Gareth. Merci pour le vin, merci pour Santé. pour ton accueil. Ouais, merci pour l'accueil surtout. On était bien ici. On était mieux ici que sur la lande. La lande. Sur le grassland. Le soir. Après cette dernière soirée avec Gareth, nous laissons derrière nous la ville côtière et son université pour nous diriger vers le nord et son relief naissant. D'ailleurs, cette zone-là, regarde, on se croirait en Écosse. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu écossais. C'est de la montagne qui évoque plus le massif central. C'est des montagnes qui sont arrondies par l'érosion. C'est un massif qu'on appelle le massif hercynien. C'est un très très vieux massif. Un massif qu'on retrouve de l'autre côté de la Manche. Les monts d'Arrée font partie du même massif. Et je crois que ça descend jusqu'en Galice. Ah, tout ça c'est connecté jusqu'en Espagne en fait, au nord de l'Espagne. C'est un massif qui correspond d'ailleurs au peuplement dit celtique aujourd'hui. Quand on voit ce qu'est capable l'érosion, le vent, la pluie, ici surtout c'est puissant, imagine avec toutes ces centaines de millions d'années, ces montagnes étaient immenses par rapport aujourd'hui. Slanververchan. Rad, du coup, c'est H là. Attends. Arrête avec ton je sais pas. Vas-y. Slanververchan. Slanververchan. C'est de l'ardoise partout quoi, c'est fou. There's a lot of slate, eh? Hey, oi. Aujourd'hui, c'est journée off, mais on va quand même rester dans le thème, puisqu'une petite balade champêtre nous attend,
On a rendez-vous avec Dominique, un ami de Dimitri qui habite aux abords d'une magnifique forêt qui me fait d'ailleurs penser à ma chère Brocéliande, et quand on sait que, telles les légendes arthuriennes, la langue bretonne prend aussi sa source en Grande-Bretagne, eh ben c'est presque comme si je remontais le chêne généalogique breton du tronc aux racines. Bon, du coup les amis, aujourd'hui on se trouve à Betu-Secoid. Oui. C'est comme ça que ça se prononce? Oui, enfin on est à Capelkirk. L'endroit s'appelle Capelkirk. Capelkirk. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, comment s'appelle la rivière qui est juste à côté, qui est magnifique? C'est un nom gallois. Ouais. Ça se prononce Lligui. 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 Oui. D'accord, donc 2 L, ça se prononce. Voilà. D'accord. Voilà. Donc faut un peu postillonner. Voilà, c'est une lettre qu'on trouve en gallois. D'accord. Ouais. J'ai enseigné le breton donc. T'as enseigné le breton à l'université à Bangor donc. Du coup, tu as à cœur la culture non seulement bretonne, mais aussi la culture galloise. La culture de 2 pays, la Bretagne et le pays de Galles. Ouais, d'accord. De 2 pays, ça c'est beau. Ça, non mais ça marche. 25 ans. Un peu même plus que ça fait 31 ans que j'habite ici. Mais il faut que je mette mes informations à jour. Là, voilà, 31 ans que j'habite ici. Donc, c'est passé 6 ans depuis l'année dernière. Oh là là. C'est vraiment, tu sais, la définition du terme bucolique. Ah oui. C'est un endroit que j'aime bien. Bon. Ouais, c'est très très joli les amis. Et là, il y a une montagne qui s'appelle Moel Chabot. Voilà la montagne, donc, elle est assez raide. Hein, donc, C'est très mélancolique comme paysage, mais il y a une poésie, je trouve, en automne. Ah oui. Ah, pour moi, c'est la plus belle saison, donc l'automne. Donc. Ouais, on est d'accord, c'est magnifique. Bon, quand il pleut pas des cordes tout le temps. Voilà. En ce moment, là, c'est plus la saison d'ailleurs des hygrocibles. Oui. Un perroquet, sûrement. Donc, voilà, donc là, il y a des hygrocibles. Donc, quelques petits perroquets. Là. Voilà. Tu vois, quand on les cherche pas forcément, ils sont quand même là. Je savais qu'ils étaient là, donc celui-là. Là, c'est intéressant, parce que lui, il a du rouge, lui. Ouais. Certains ont même des couleurs presque les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est étonnant. Ouais, très très joli. Il existe plusieurs espèces, en fait. C'est ce qu'on dit que c'est un complexe. Ah oui. Le complexe perroquet. Ben. Complexe perroquet. Et là, t'es content, hein? Il a ses hygrocibles. Je suis content. Je dis, les mycologues, ils m'amusent parce que quand ils vont sur le terrain, ils repèrent tout un tas de petits coins, ils savent où est le champignon. Et il y a une mémoire très précise, comme les écureuils. Les écureuils savent où ils ont enterré, ils ont jusqu'à 10 000 caches. Non. Si. Les mycologues ou les écureuils? C'est monstrueux. 10 000 caches? Oui. Un mycologue d'un certain niveau qui va beaucoup aux champignons a des milliers de caches. Ah oui. Des milliers de spots. Si tu veux indiquer un chemin à un mycologue sur une zone où on est allé une fois, tu lui dis pas à la maison blanche, tu tournes à gauche, tu lui dis là où on a trouvé, tu sais, le Gyroporus castaneus, là tu tournes à gauche. Tout. Là, il n'y a pas de problème. Ouais. Tu es obligé, pour identifier une espèce, tu es obligé de tellement porter attention à l'endroit où il a poussé, avec toujours l'intention éventuellement de revenir pour pouvoir étudier davantage. Bah oui. Et du coup, ça devient un réflexe, une habitude d'ancrer dans la mémoire. Ouais, ça prend beaucoup de place. On est bizarre quand même, donc. Incroyable, c'est féerique. On a quand même quelque chose d'intéressant pour les comestibles. Donc là, Dimitri, on est sur du pied de mouton. Ouais, alors t'en as pas beaucoup a priori. Avec des aiguillons dessous. Ah ouais, ils sont beaux. C'est plein de petites aiguilles, de petits aiguillons. Ah là, on voit vachement bien, c'est très clair. Alors ça, c'est le commun, c'est l'Ignum repandum, le pied de mouton classique. D'accord. C'est toujours possible de trouver des champignons jusqu'au mois de décembre en visant d'autres secteurs qui sont peut-être moins arrosés, où la pousse commence plus tard. C'est important de se fier aux essences d'arbres. Sous les conifères, notamment sous les sapins, les tapis d'aiguilles sont souvent très secs en début de saison. Ils mettent du temps à être imprégnés en profondeur par l'humidité. En plus, les sapins, ça crée une sorte de microclimat. Et sous les sapinières, en fin de saison, on peut trouver beaucoup de choses qu'on ne trouve plus ailleurs. Dont les cèpes.
dont les cèpes. Putain, c'est chier, parce que moi je tiens au cèpe. Ouais, Mais j'adore ça, j'adore mon ventre, donc forcément le cèpe. Je vais bien ouvrir l'œil, mais je serais pas surpris. Je casse la gueule. Le pauvre. C'est ça, ce sont des oreilles de lièvre tellement avancées que là, le lièvre, il est farci. Ça, en gallois, ça s'appelle Clist Squarnock. Clist, ça veut dire l'oreille. Skvarnock, c'est l'animal qui a de grandes oreilles, le lièvre. D'accord. Voilà. Skvarnock. Voilà. Et en gallois, en breton, donc le mot pour oreille, c'est squarn. Squarn. Voilà. Squarn. Donc, ce sont les mêmes mots. Donc, la langue bretonne est une langue britannique qui a été importée de Grande-Bretagne. Les Bretons ont receltisé la Bretagne, l'armorique. On parlait gaulois, et donc quand les Bretons sont arrivés autour du 5e, 6e siècle, ils ont receltisé donc l'armorique. Alors qu'est-ce que c'est que cette... Alors ça, c'est la clavère à crête. Clavère à crête. D'accord. Cristata. Tout ce qui est clavère, c'est un peu ce qui ressemble à du corail. Enfin, Voilà. ouais, voilà. On va dire. Voilà. Il fait semblant de s'y connaître et tu viens de le dire. Mais t'avais peut-être pas entendu, il venait de dire juste avant corail. Ah non, honnêtement, j'avais même pas entendu. Non, bravo, je retire ce que j'ai dit, c'est bien. Ne m'enlève pas le peu de fierté que j'ai d'avoir d'avoir trouvé ça, quoi. Est-ce que tu sais ce qui caractérise un lactaire? Comment on reconnaît un lactaire? Comment on reconnaît un lactaire? Par son nom, déjà, ça peut te donner un... Ah oui, c'est... Oui. En gros, il perle un liquide qui ressemble à... qui a un peu la texture du lait. Voilà. La couleur ça, du lait. la Du lait. couleur, Non, c'est pas forcément la couleur, parce que des fois, c'est incolore. Mais là, sur la plupart, c'est blanc, donc ça ressemble à du lait. Ouais, d'accord. Et c'est un des deux seuls groupes de champignons qui n'est pas filamenteux. C'est-à-dire que si tu casses ici, tu peux pas tirer des fibres, tu vas avoir un morceau. Tu peux pas tirer un fil. Ah oui. Tous les autres champignons, tu tires un fil jusqu'en haut. C'est ce qu'on appelle une chair grenue, c'est du gras. Les cellules du champignon ne sont pas allongées, elles sont rondes. C'est cassant, on dit, crayeux, un peu comme la craie. Et si ça fait pas de lait, c'est des russules. Et si ça fait du lait, c'est des lactaires. C'est la première clé dans l'identification des champignons. Et quand tu as éliminé lactaires et russules, tu es content parce que tu as déjà éliminé une bonne partie de ce que tu peux trouver dans les bois. Donc déjà, ça te permet d'avancer. Eh bien, avançons. Voilà, non, ça c'est la suite de la leçon. Voilà. Là, tu peux te poser la question, tu as un champignon, tu te dis, bon, je fais le test, est-ce que c'est une russule lactaire? Tu prends un bout de pied, tu pinces, tu tires, ça casse direct. Tu peux pas tirer de fibres, tu vois. Ça casse. Oui, d'accord, c'est pas filandreux, filandreux. Ah mais attends, je vais t'en trouver un filandreux, tu vas voir, c'est flagrant. Ça, c'est l'Epholum en touffe. Tu prends n'importe où, tu fais ça, tu vas voir, ça tire jusqu'en haut. Ah oui. Jusqu'en haut à chaque fois. Ah ouais, d'accord, comme un ficello, quoi. Toujours tu auras la fibre. Ouais. Tous les autres champignons. C'est fou, hein. Ok. Et donc celui-là, non. Et est-ce qu'il fait du lait? Manifestement non, il est en mauvais état, mais il fait pas de lait. Donc c'est une russule. C'est une russule. Voilà. Donc là, tu as déjà la première leçon. Tu sais déjà... Alors, c'est tout, finalement. C'est pas mal, hein. J'aime bien. Là, on a un tapis d'aiguilles. Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, je vois des espèces, moi. Donc là, j'ai la colibri beurrée. Elle a un mamelon tout mou. C'est gras comme gras de beurre. Et couleur beurre un peu brûlé. D'accord. Là, je vois des Gymnopilus qui détruisent le bois mort. Il détruit le bois. Il est en train de se faire manger par le mycélium de ce champignon. Et là, tu vois, on voit son mycélium au bout. Ça, c'est son petit cordon. Ah oui, pénétré dans le petit filament blanc. Filament blanc, voilà. Moi, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Tu vois, tu dis quelque chose et ça se confirme. Tapis d'aiguille, il y a plein. La nature te donne raison. Waouh. Une grosse russule. D'accord. Wow. Charbonnière, c'est là aussi? Probablement. Ah si, très gras. Alors là, c'est carrément du... Là, tu touches, c'est carrément du lard. C'est vraiment comme ça que tu les reconnais, les charbonnières? Ah oui. Ah ouais. Putain, ouais, c'est vraiment du lard, quoi. Regarde-moi ce sapin. Alors lui... Énorme. Putain, c'est vrai que c'est bien droit en plus. Il héberge un pied de mouton gigantesque, lui, ça tombe bien. Le steak. Il avait voulu imiter l'arbre, là. Il s'est dit... oula. Je l'ai bien biscornu, mais... Ah, il est vieux, regarde, malheureusement.
Ça, c'est la famille des cordyceps. En fait, le mycélium du cordyceps pénètre par une blessure comme parasitant un arbre, mais là parasitant un insecte. Donc un cadavre d'insecte un insecte vivant. Ouais, d'accord. Tu prends la tarentule, par exemple, souvent elle est contaminée. Le mycélium rentre, le spore germe, c'est une microspore là, qui fait quelques microns. Le mycélium pénètre dans l'animal, phagocyte le système nerveux et prend la place du système nerveux de l'araignée. Et c'est le champignon, du coup, c'est le mycélium qui guide le corps de l'araignée. C'est pas incroyable. Et l'araignée est toute feutrée. Ouais. Et elle est complètement zombifiée. Zombifiée, voilà, exactement. Et elle va, incroyable, en pilote automatique, se mettre là où elle va peut-être jamais, au milieu d'une branche, là où il y a une trouée. Et là, le champignon décide de s'arrêter et de former sa fructification. Donc le truc sort, pouf, 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 pour pouvoir renvoyer ses spores, disséminer ses spores, pour avoir plus de chances de se reproduire. Mais c'est incroyable. Et ça peut nous... Non, justement, ils ont fait une série là-dessus parce que ça a fait fantasmer des... Tu m'étonnes. Des réalisateurs. Je sais pas, je l'ai pas vu. Il y a une série en tout cas qui est sortie sur ce thème-là, où les champignons zombifient les gens. Mais ça n'existe pas. Aujourd'hui, ce qui existe, c'est par contre... C'est sûr, hein. Non. Ce qui existe par contre, c'est des champignons qui rentrent dans les poumons des gens. Ouais, c'est moins cool ça. Et qui peuvent tuer des gens fragiles parce que ça se développe, ça obstrue les voies respiratoires. Donc ouais, c'est moins fun. Donc voilà, t'es au courant. Bah écoute, si jamais vous me voyez monter très très vite en haut d'un arbre avec le regard un peu vitreux, faut s'inquiéter quoi. Ça c'est des chanterelles en tube. Très très joli. Et très bon en plus, de joli. C'est bon. Les paniers essentiellement remplis de chanterelles et de pieds de mouton, et ma petite déception, je crois que vous l'avez compris, étant de ne pas avoir mis la main sur un seul cep, nous quittons ce lieu enchanté pour un autre, aux aspects, vous le verrez, un peu plus lugubres, car Dimitri a été informé par un des élèves de Griffith d'une zone qui a donné de grosses pousses d'hygroscibes quelques semaines plus tôt, autour d'un vieux mausolée. Et tant qu'à faire, comme c'est sur la route pour s'y rendre, on profite de l'occasion de passer par la carrière de Penryn, qui fut quand même la plus grosse exploitation d'ardoises au monde à la fin du 19e siècle, une fosse au paysage lunaire faite d'immenses stériles gris, ayant servi par le passé à extraire toutes ces ardoises qui caractérisent l'architecture galloise. Je vous ai amené donc à Bethesda. C'est un site ardoisier qui est maintenant fermé. Et tu as dû filmer donc sûrement donc la Tyrolienne, c'est donc maintenant donc un site touristique. Le propriétaire de la carrière ici, c'était le lord du secteur, donc Lord Penryn, qui a un château immense donc près de Bangor. Il y avait peut-être 3000 personnes qui exploitaient donc l'ardoise directement. Et avec les conditions, des conditions très difficiles qui allaient avec. Difficiles, voilà. Mais il y avait une vie sociale intense aussi, donc je sais que ce soir on doit participer donc à une répétition d'un chœur, le chœur gallois. Penryn, c'est un des chœurs les plus anciens, donc c'était un chœur vraiment lié donc aux carrières d'ardoise. D'accord. Voilà. J'imagine qu'ils chantaient aussi pour se rassurer. Oui, tout à fait. Pour la chaleur humaine. Oui. Mais il y a un siècle de ça, autour de 1900-1903, il y a eu une grosse grève ici donc dans le secteur de Bethesda, qui a duré 3 ans. D'accord. Voilà, donc les gens pour avoir des acquis sociaux, j'imagine. Des acquis sociaux pour avoir meilleures conditions de vie, bien sûr. Voilà. Et bon, il y a eu des casseurs de grève et donc ça a créé des tensions dans forcément, bien sûr. Dans le village. Donc, et de manière générale, on retrouve beaucoup d'ardoises sur les toits au Pays de Galles. Ah bah oui. Il y a certaines règles donc, qui font qu'on est obligé d'utiliser la pierre locale et l'ardoise locale. Voilà. Et respect à ces gens-là. Parce que oui. Mais c'est une vie de chien. Le village de Bethesda est toujours très fier de la vie donc, liée donc, aux carrières. Prière, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Que jugez ça? Que jugez? Arrivés à l'extrémité nord-ouest du Pays de Galles, aux abords de la ville de Bangor, nous faisons face à l'île d'Anglesey, séparée de quelques centaines de mètres par le détroit du Menai. Une île pleine de mégalithes et de menhirs et qui, d'après ce bon vieux historien Tacite, était considérée par les Romains du 1er siècle comme le dangereux dernier bastion des druides celtes.
Les récits racontent notamment que vers 60 après Jésus-Christ, une invasion spéciale fut lancée sur l'île et qu'avant d'être submergés par les Romains, les Celtes résistèrent avec force et des femmes vêtues de noir brandissaient des torches et des druides hurlaient des malédictions depuis la plage, ce qui terrifiait les soldats impériaux. Après avoir fait le tour de la vieille chapelle mortuaire érigée en mémoire d'une famille noble de propriétaires ardoisiers, il y avait là très peu d'hygroscibes et finalement point d'autre magie en vue que l'aura sinistre enveloppant ce mausolée victorien délabré. Ils sont mignons, hein. Voilà, on le fait paniquer le pauvre. Mais ce qui me fascine, c'est la longueur de leur queue. Avant que la nuit ne tombe et que nous finissions nos petites aventures sur une note plus musicale, Dominique a tenu pour l'anecdote à nous faire passer par un petit village du coin au nom imprononçable, parce qu'il a notamment la particularité d'avoir 58 lettres et d'être le plus long d'Europe. Vous allez voir, son orthographe est assez violente. Tu vois, tu sens que les panneaux et tu sens que la dénomination elle agresse quoi. T'arrives à l'épicerie là, regarde ça. Donc, est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut avoir une explication? Voilà. Bon alors déjà pour commencer, comment ça se prononce? C'est moins difficile qu'on le croit. Ouais. C'est toujours ça quand on est gallois. Mais il y a le double L qui se prononce comme che. Ouais, voilà. Alors le F se prononce comme un V. C'est très simple, tu vois, c'est plus simple qu'on croit. Ouais, c'est plus simple qu'on croit. Non mais c'est intuitif finalement. C'est très intuitif. En fait, c'est à l'époque où on a publié la Bible en gallois, il n'y avait pas suffisamment de caractères. Ouais. Et ce qui a fait que donc les Gallois ont utilisé le double F pour le son F et la lettre F pour le son V. Et c'est pour des raisons... Il manquait de caractères d'imprimerie à une époque pour publier les livres. Voilà. C'est purement technique. C'est technique. Donc, excellent. Et donc, Shan, c'est comme les noms en Land, comme Landerneau en Bretagne. Shan, c'est l'église. Le site de l'église, voilà. Et donc ça décrit quoi? Ça décrit donc le village de Marie, situé près des Noisetiers, près du tourbillon. Et on est près également d'une autre église, Shan, près de la grotte rouge. Et je crois qu'au 19e siècle, il y a eu un farceur qui a voulu donc le rendre. C'était monsieur le maire. C'est monsieur le maire qui a eu une bonne idée. Il s'est dit bon. Les touristes, donc il faut justifier qu'on fait pas rien, les gars, pour entier, attirer sans regarder, tu sais encore le dire. Ouais, vas-y, ça donne pas. Je peux le refaire, hein. C'est impressionnant. Je me suis dit, mais que vient faire Vincent Van Gogh dans ça? Ouais, c'est vrai. Vincent Van Gogh. On va assister aux répétitions d'une chorale de chants gallois. C'est des chants assez traditionnels. C'est des tweets en gallois, donc des chants gallois. D'accord. Ouais. Moi j'avais découvert ça au Festival Interceltique. Ah oui. Il y a des chances qu'ils y soient dans le passé, je pense. C'est un cinéma? C'est un cinéma? Oui, il y a toutes sortes de spectacles. Oui. Okay. Il y a des bar. Voilà. Ça je connais. Voilà. Bar Libaniaise de l'indépendance. Le bar de l'indépendance. Voilà. D'accord. Et souvent on est dépendant quand on va au bar, non? Est-ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu sais, sur l'espèce de joute chantée? Oui, donc Estesvot. Ça c'est quoi Estesvot? Estesvot, c'est une compétition, si on veut, traditionnelle galloise.
Il y a toutes sortes de catégories de compétition. Donc il y a du chant, il y a de la poésie, il y a des récitations également. D'accord. Voilà. Ça existe depuis très longtemps, sans doute le Moyen-Âge. Bethesda est célébré pour sa carrière d'ardoise et une grève des ouvriers qui durait 3 ans au commencement du XXe siècle. Pour faire bref, la chorale s'est formée autour de 1870. Comme vous voyez, certains membres de la chorale étaient déjà là au début. J'espère que vous appréciez les chants traditionnels gallois qui sont un aspect très important de notre culture. Merci. Ton tour après. Wales. What is the importance of the traditional singing? Singing? Well, there's a couple of things when you think about it. There's the Welsh language and its preservation, okay. But also our culture. Welsh culture is very different to England. Yeah. I'm sure you've noticed that already. But it's important that we it's important that we understand our background, where we've come from, what our forefathers actually passed on to us over the period, and we should carry that on. Having a choir, a male choir like this, is a traditional thing. Each chapel had a choir attached to it, the same as in the quarry. Men that were working the galleries, they used to form a choir and they used to compete against one another in the choir itself, in the quarry itself. Yes. Like the friendly competition. Friendly, yeah? Yes. Yeah. No prizes to win. Les amis, l'enchantement est-il une émanation du réel, comme un flux que l'on pourrait capter quand il nous traverse si on est disposé à l'accueillir, ou bien est-ce tout simplement une vue de l'esprit, fruit d'une imagination fertile? Cette magie qui transforme une série de notes en symphonie d'émotions, ce souffle étrange qui confère à de modestes champignons les atours d'une fée, ces êtres à contretemps qui, pour celui qui sait se pencher pour mieux voir, lui offrent l'instant d'une grâce en couleur. Je suis vraiment heureux de savoir, les amis, qu'il y ait des gens pour qui tout ça compte. Qu'il y ait ces gens qui s'arrêtent, l'œil émerveillé, quand 10 000 autres passent leur chemin dans la hâte d'un quotidien aveuglant. Et en ce qui me concerne, une chose est sûre en tout cas, dans ma routine trop connectée aux écrans et au virtuel, ce voyage aura quand même contribué à me rappeler qu'il est bon d'apprendre et de réapprendre à contempler la nature dans ce qu'elle a de plus brut ou de plus raffiné, et que la beauté finalement, ça ne tient qu'à la façon dont notre regard se pose sur le monde. Et c'est sur ces belles paroles, les amis, que s'achève cette vidéo. On espère en tout cas que cette expérience aura permis à notre ami Dimitri de mieux défendre l'existence des hygrocibes en France. Je vous remercie d'avoir embarqué avec moi pour ce voyage et je vous invite, si vous l'avez apprécié, à mettre un like, à me faire part de vos retours et à vous abonner pour faire pousser Tranche de Vie, c'est important aussi. On se retrouve un autre jour pour de nouvelles aventures. C'était Richard et je vous dis Kenavo.